toujours en compagnie d'Amélie et Sarah Bouchard. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. C'est sûr que vous avez des bonnes étoiles, les filles, là. Ça, je vous l'annonce. Là. Je suis pas au courant, là. Ouais. Avec ce que vous avez vécu, là. Ouais. Ça n'a pas été facile, mais on a eu un moment donné ou un autre dans notre parcours. Moi, je les appelle comme des anges. Puis on en a eu un que je dirais pas son nom pour garder la confidentialité. Oui. Mais que je me rappellerai toujours de lui. Lui, il est arrivé à un moment qu'on était adolescente. On l'avait rencontré à 17 ans. Puis on l'avait rencontré dans un contexte là, social, puis tout ça. Mais il connaissait pas notre famille. Là. C'était un monsieur là, qui avait l'âge de notre père. Puis à un moment donné, on a appris à le connaître de plus en plus. Puis nous, on n'a pas d'homme dans la famille. Puis l'air climatisé, elle ne fonctionnait pas. C'était canicule l'été. Ma mère, elle ne savait pas comment régler ça. Fait que là, j'y demande. Là, on était bien mal pognés. Puis nous, c'était très honteux. Il n'y a personne qui rentrait chez notre mère. À part nos amis très proches. À part nos amis extrêmement, pas même proches, extrêmement proches. Maintenant, on vivait ça beaucoup avec de la honte. Mais là, on était tellement mal pris que là, exceptionnellement, on lui a dit « est-ce que ça te dérange de monter 2 minutes, juste installer l'air climatisé? » C'est un voisin, non? C'est un... Ouais. Pas loin. C'est loin. ça. C'est ça, du genre. Fait que là, il est venu. Mais là, quand il est rentré dans la maison, c'était plus fort que lui. Il était en choc, il est devenu émotif. Ouais, je comprends. Puis nous, on comprenait pas. Puis il parlait pas. Il a réparé l'air climatisé, il est sorti de là. Sous le choc. Tu sais, vraiment, tu le voyais qu'il était comme impacté. Mais tu sais, nous, on était est né là-dedans. On s'en rend compte, mais pas à ce point-là. On a beaucoup tendance à banaliser, peut-être, parce que tu sais, quand tu connais pas mieux, je veux dire, tu sais pas on banalise énormément. qu'est-ce que t'as pas. Fait que là, bref, un moment donné, il nous parle, puis il nous assoit. Il dit « Hey, les filles, j'ai quelque chose à vous proposer. » Puis là, il a l'air vraiment sérieux. Puis je dis « My God, OK, qu'est-ce qu'il va nous dire? » Il dit « Écoutez, ça n'a aucun sens. Genre, votre environnement, vous ne pouvez pas rester là. Moi, j'aimerais ça que vous retourniez à l'école. » Parce qu'on avait jamais lâché mais c'était pas lâcher l'école. C'était juste qu'on avait fait, en fait, des DEP. On pouvait pas se permettre d'aller... À chaque fois qu'on allait au cégep, pour nous, c'était difficile de rester au cégep. Vous aligner pour aller faire un métier. Ça, c'est mauvais, mais c'est juste que on pouvait pas aller plus que ça, tu sais, parce qu'on était limité au niveau de l'énergie. La concentration, puis tout ça. Puis elle dit, écoutez les filles, j'ai quelque chose à vous proposer. Tu sais, pensez-y, vous pouvez, tu sais, prenez le temps d'y réfléchir, mais il dit, je vous offre un appartement. C'est moi qui paye ça. Puis ça va être temporaire, ça va être le temps que vous bâtissez. Un an. Pas plus, parce qu'il voulait nous rendre autonomes. Il a dit, je vous offre 1 an, un appartement pendant 1 an, puis c'est vous retournez à l'école. Là. Il y avait des modalités. Là, il y avait des conditions. Ouais, des conditions, puis... C'est pas pour partir sa rumba. C'est quoi qu'on aime fêter, mais c'est ça. C'était clair que c'est pour vous bâtir, puis tout ça. Fait que finalement, c'est sûr que ça suscite beaucoup de questions. Surtout, on était jeunes. Puis là, on se dit, un monsieur, c'est sûr qu'on avait des craintes. Est-ce qu'il voulait quelque chose en échange? En échange, ben oui. Est-ce qu'on va payer le prix après ou on va avoir une dette? C'est-tu dangereux? Ça ne pas? Oui. Puis même notre famille, au départ, c'est sûr, ma mère, c'est sûr, ça suscitait beaucoup de questions quand même, autant qu'elle avait pas de... Oui, c'est ça, oui puis non, mais elle était comme, c'est qui ce monsieur-là? Puis il n'était pas que personne ne le connaissait, c'était juste notre ami à nous deux. Puis finalement, écoute, on dit oui. Nous, c'était notre rêve de petite fille, c'était d'avoir un appartement propre, d'avoir une cuisine, un salon. C'était ça, nous, là, notre rêve, avoir un environnement qui était sain, là, finalement. Qui était à notre image, que quelqu'un rentre chez nous puis qu'on n'a pas la honte, tu sais. Ça, c'était quelque chose qu'on rêvait depuis toujours. Puis j'ai dit, hey, je sais pas, c'est peut-être un risque. On a pris quand même le temps de réfléchir. On était prêts, nous autres. On n'avait plus rien à perdre. On s'est dit, au pire, on a des casseroles, on va se défendre, on va faire de quoi. On dormait toujours avec un bat de baseball pas trop loin ou on avait toujours quelque chose de... On disait, on va s'arranger s'il arrive quelque chose. Mais on prend le risque de parce que vous étiez les seuls dans l'appartement. Ils n'habitaient pas avec vous, non, là? Non. Ils habitaient dans l'appartement du bas. OK. Fait que là, on accepte ça.
Et là, c'est le plus beau jour de notre vie. Ça a été, wow. Écoute, l'appartement, on a un beau grand 5,5. C'est notre premier appartement à toutes les deux. Ouais. On a pu recommencer l'école comme on voulait au départ. Ouais, parce qu'on avait eu encouragé aussi. Puis ça n'a jamais rien passé. Non. C'était juste un bon samaritain, un bon monsieur, super inspirant. Qui avait à cœur. Qui avait des belles valeurs familiales. Puis lui a élevé ses 2 gars tout seul. Oui, c'est un papa monoparental. Puis lui a toujours aimé encourager la jeunesse, les enfants. Puis il avait juste un bon cœur. Fait qu'il nous a donné un an pour qu'on puisse être capable de se relever. Ouais. Est-ce que vous avez encore du contact avec ce monsieur-là? Non. Malheureusement, peut-être un jour. Peut-être un jour. C'est drôle parce qu'il a été très présent là, toutes les années, pendant plus d'une dizaine d'années. Il a appris beaucoup de choses. Là à nos fêtes, il était là à nos événements. On avait un flat qui était là. Moi, c'est lui qui m'a appris, avec mon auto, plein d'affaires. Parce qu'on n'avait jamais eu de père, donc il nous apprenait plein de choses qu'on avait jamais fait. Comme votre père adoptif. Absolument. Moi, il n'y avait jamais eu de filles, il y avait eu 2 gars. C'était son rêve, en plus, d'avoir des filles qu'on n'avait jamais eu. Ouais. Puis, on voulait lui montrer que l'investissement qu'il faisait en nous, ça n'allait pas être en vain. En tout cas, fait qu'on était contente. Au bout de 6 mois, il n'y a plus besoin de payer l'appartement. On avait assez de frais. Déjà, au bout de 6 mois, on était comme, t'as plus besoin, on est rendu autonome, on a un travail, tout ça. Puis là, il a été présent, puis notre famille l'a connu. Il était là à Noël. De famille. Écoute, il y avait ses fils aussi qui devaient faire partie un petit peu de votre environnement. Oui, il y avait ses fils. Puis lui, il avait ses 2 garçons. Mais fait qu'il était très, très proche de nous pendant très longtemps. Mais par la suite, pour une raison qu'on ne connaît pas, peut-être qu'on va la connaître. Une petite dépression. Quand Sarah est partie de la maison, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai quitté l'appartement. Avant Sarah. Puis, à un moment donné, Sarah était rendue à l'étape de s'acheter une maison aussi avec son conjoint. Fait que là, le nid, même si on ne vivait pas ensemble, on vivait en haut. Lui, c'est comme peut-être le propriétaire de la bâtisse. Non. Tout, OK. Non. C'est un autre locataire. C'est un autre locataire, mais je pense qu'on le sait pas, là. Peut-être que on le sait que ça a été difficile pour lui quand Sarah est partie, parce que moi, vu qu'il était encore là, j'étais tout le temps là. Fait que je continuais à le voir souvent. À tous les jours. Oui. On s'est côtoyés pendant quand même 15 ans, là. C'est ça. Puis 15 belles années, puis... super belles. On faisait des sorties ensemble, puis il n'y avait jamais rien de... Tu sais, puis moi, le regard des autres, j'étais comme un gars. On a resté ça de ce que les gens peuvent penser. C'était vraiment un ami. Vous le saviez que... C'est un papa adoptif. Mais il s'était jamais rien passé, puis il s'est jamais rien passé, puis on s'est dit... On est resté sur la défensive, par exemple, pendant longtemps. Mais après ça, on était comme... Non, il y avait bon cœur. Il vous a jamais rien demandé, puis c'était vraiment un bon samedi. C'était vraiment, lui, il a dit... il nous a toujours dit, j'ai toujours vu que vous aviez tellement de potentiel. Puis je trouvais que c'était un gaspillage de ne pas aider des jeunes qui veulent vraiment s'aider. Fait que pour lui, c'était comme sa façon de contribuer. Puis il y avait un appartement qui venait de se libérer en haut. Oui, ça tombait comme exact, ça avait donné c'est lui qui a allumé la cloche parce qu'il a dit hey, ça n'a pas d'allure. Lui, il était sur le choc quand il est sorti de chez ma mère. Puis il a dit ça tombe bien, le locataire, que ça fait longtemps qu'il est là, il part. Est-ce que ça vous tente? Puis là, on était comme là, on n'a pas les sous. Puis c'est là qu'il a dit moi, je veux vous l'offrir. Si vous retournez à l'école, si vous êtes sérieuse, puis je le vois comment vous êtes sérieuse, vous avez l'air d'être des bonnes filles, je vais vous encourager dans ça. Fait que ça nous a donné comme vraiment un petit coup de pouce pour il a vu qu'on voulait faire, qu'on avait faim. Quand tu dis que tu as faim dans la vie, puis comment qu'on l'a connu, c'est que nous, on adore la danse. On est des passionnés de la danse, puis on n'avait pas les moyens de se payer des cours de danse. C'est ça, la réalité. On était jeunes. On les payait au début, mais à un moment donné, on n'avait plus les sous. À un moment donné, on n'avait plus les sous. Fait que nous, on était allés voir le propriétaire de l'école, puis on a dit, écoute, nous, on veut vraiment danser. Est-ce qu'on peut nettoyer l'école en échange de cours? Fait qu'on trouvait toujours une façon d'avoir ce qu'on veut, parce qu'on est très persévérante. C'est ça. Fait que quand on veut quelque chose, fait que là, j'ai dit, on va te nettoyer tes locales, ça va être propre. Est-ce qu'en échange, on peut avoir nos cours parce qu'on n'a plus d'argent pour les payer, mais on voulait continuer à danser? Fait que quand il a vu ça, lui, en fait, c'était dans le contexte de l'école de danse qu'il nous a connus. Fait que quand il a vu ça, il a fait « Hey, ils sont toutes jeunes, puis tu vois qu'ils veulent, ils l'ont pas. Ça. Ils n'ont pas les moyens, mais tu vois qu'ils veulent, puis que... » Contrairement à d'autres, les parents viennent payer leurs cours, mais ça leur tente pas nécessairement d'être là. Oui, exactement. Fait qu'il a comme vu le potentiel, il a dit « OK, wow, ils sont allés voir les propriétaires, sont allés négocier pour dire, regarde, moi, nous, on négociait tout le temps, là, pour quand on voulait quelque chose. Quand on est passionné, on est comme, on peut pas s'arrêter. Fait qu'on s'est dit, on peut on va s'arranger, est-ce qu'on peut faire du ménage, vous rendre des services pour vous aider, puis comme et ça, on est excellente en ménage. C'est ça. C'est ça. C'est propre. On a un peu talent. C'est ça. Un bon talent dans le nettoyage, puis dans le ménage. Puis on aime ça.
C'est étonnant que vous n'êtes pas parti d'une business de ménage. Sérieusement, des fois, j'étais comme, c'est drôle qu'on n'a pas fait ça, on aurait pu. Ça aurait été un Puis là, ton trip, c'est d'aller vérifier. Non, regarde, là, c'est sale, là, c'est ça. Non, tu me nettoies ça. Ça coche. Ah, vraiment. Ah ouais, on aurait été bonne. Peut-être un jour, je sais pas. Pour l'instant, non, mais ouais. Mais on est reconnaissante parce que, en tout cas, tout pour dire que ça n'a pas été facile, mais malgré tout, dans les épreuves, comme on dit, nous, c'est notre mantra. Quand il n'y a pas de... Tu sais, la noirceur, il y a de la lumière, il faut les deux polarités, comme le positif, le négatif, puis c'est ça la vie. Puis à un moment donné, on s'est questionné, on s'est dit, OK, est-ce qu'on va rester dans une position de victime? Parce qu'il y a des moments que c'était vraiment difficile. Ouais. Puis on avait juste... on s'en cachera pas, on a eu des idées qui nous ont traversées pour faire des fois de l'argent facile, de prendre un chemin plus vite que d'aller étudier comme infirmière. C'est long, c'est du travail. Mais on s'est dit non, on va faire tous nos efforts pour bien faire les choses. Parce que tout était là pour vous autres, parce qu'il y en a qui s'en vont dans des mauvais choix, des mauvaises... Tu sais, on va le dire, ils vont aller danser, ils vont aller se prostituer, ils vont faire toutes sortes d'affaires, puis ils sont même pas dans le contexte dans lequel vous étiez. Vous, tout était là pour que vous tourniez mal. Là. Pour trouver des solutions faciles, comme on dit, soit s'anesthésier dans de la consommation, soit prendre des échappatoires qui sont pas très sains. Donc, tu sais, c'est pour ça qu'on s'est toujours dit, non, on veut faire des choix qui sont différents. Puis c'est ça, aujourd'hui, je pense, qui nous a amenés. Je pense que c'est notre fin de vouloir faire différent, tu sais. On a tout le temps faim. Ouais. Comme quand on a quelque chose ou qu'on a un rêve. On a faim. On a toujours été out of the box. On n'a jamais fité. Tu sais, que même à l'école, dans n'importe quoi, je me rappelle comme infirmière, quand on commençait, un moment donné, après les stages, j'ai dit, il faut que tu fasses équipe volante. Moi, j'ai dit non, moi, je fais pas équipe volante. Ah ouais, comment ça tu fais? Tout le monde fait équipe volante. Non, moi, j'accepte pas ça. Moi, je veux que je sois stabilisée dans une unité. Ça me tente pas d'avoir des traumatismes. J'ai entendu plein d'histoires, blabla. Mais tu sais, je pense que c'est ça qui nous a donné beaucoup d'audace dans la vie. Puis finalement, ils nous ont proposé un poste stable. Toutes des choses qu'on n'était pas censé que finalement on a eu parce que on disait non, tu sais, vous avez défoncé des barrières, vous avez pas eu le choix, là. Parce que, c'est ça. Vous avez été, comme on dit, vous deviez vous suffire à vous-même. Exact. Ouais. Bon, le fait d'avoir été des jumelles en symbiose, ça a dû, j'imagine, vous aider énormément pour continuer à avancer. Mettons, là, vous imaginez-vous, y avez-vous déjà pensé de dire, écoute, mettons que j'aurais vécu ça tout seul? Souvent, est-ce que je serais à la même place? Je pense pas, je sais pas. C'est dur à savoir. dire. Je pense que naturellement, on a beaucoup de résilience. Ouais. Donc, je pense qu'on aurait cheminé quand même, mais ça aurait été vraiment difficile. Ça aurait été vraiment difficile. Puis même encore aujourd'hui, je pense qu'il n'y a quasiment pas une journée qu'on se dit pas, une chance, t'es là. Tu sais, pour s'aider, parce que quand c'est dur, là, comme, moi, on dit que c'est dur, mais t'es là. T'es là, tu sais. C'est rough, mais t'es là. Quand c'est des moments difficiles, puis on a toujours été un petit peu très... En fait, on a toujours été proches, puis on se soutient beaucoup. Fait que je pense que même aujourd'hui, même dans l'entreprise, dans les épreuves, même encore aujourd'hui, on est capable de continuer à avancer parce qu'on s'encourage l'une et l'autre. Puis... Vous avez trouvé votre âme sœur. Vous êtes des âmes sœurs. Vous n'êtes pas juste des jumelles. Oui. Tu sais, des fois, tu fais une jumelle, là, c'est le fun, tu te ressembles, identique, pas identique. Bon, on le sait, là, les jumeaux, il y a quelque chose de particulier qui se passe pour les jumeaux, mais vous, c'est exceptionnel parce que vous ne lâchez pas encore aujourd'hui. Puis, tu sais, on sent que, tu sais, vous êtes vraiment, vous ne faites quasiment qu'une, là, ensemble. Là. Exact. On vient en paquet de deux. Tout le temps, on vient en paquet de deux, puis... c'est comme on dit tout le temps, son bonheur est le mien, son malheur est le mien. On vit vraiment les choses ensemble, puis on se supporte. On est vraiment des amis. Tu sais, quand on dit l'union fait la force, c'est vraiment ça. Puis l'humain, on est des êtres sociales. On est fait pour vivre en groupe parce que ça nous aide aussi à traverser les épreuves. Bien, ça, c'est vraiment nous à tous les jours. Tu sais, de vraiment le fait d'être à deux, comment que ça facilite le processus, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Puis là, est venue une entreprise, je sais qu'on en a parlé un petit peu dans notre petit podcast qu'on avait fait ensemble lors de l'événement, mais ça fait combien de temps là, vous êtes en affaires ensemble? Toi, tu continues encore à travailler un petit peu? Moi, je suis encore comme infirmière là, en dermatologie, à temps plein. Yes. Sinon, ça fait 1 an et quelques mois déjà qu'on est en activité, donc avec notre compagnie de dermocosmétiques. Donc, c'est tous des produits qui sont spécialisés pour la peau. J'ai toujours été passionnée, Amélie et moi, de tout ce qui est soins bien-être, soins beauté.
tout ce qui est cosmétologie, ça nous a toujours attirés. Puis moi, avant d'être infirmière, j'étais esthéticienne, donc ça a toujours été dans mon domaine. Puis Amélie, elle a aussi une expérience en dermatologie comme moi. Donc, on a toujours été dans ce domaine-là, dans ce créneau-là. Puis c'est ça qui nous a beaucoup aussi aidé dans le processus de créer une compagnie de dermocosmétiques. Donc, mais c'est vraiment, il y a une grande histoire derrière. C'est le mot « lève-toi cosmétique », ça part d'une histoire. Pour vous dire ça brièvement, en fait, c'est qu'en 2020, j'ai eu le diagnostic officiel d'une maladie très rare, qui est la maladie de Cushing. C'est une personne sur 1 million. Donc, c'est vraiment très rare qu'on a ça. C'est une tumeur au cerveau. Ça peut être au niveau des glandes surrénales ou du cerveau. Dans mon cas, c'était au cerveau. Donc, c'est une tumeur qui se crée comme ça. Ça donne une pression sur l'hypophyse, qui est une glande à la base du cerveau qui contrôle toutes les hormones du corps. Donc, c'est sûr que forcément, si le chef d'orchestre va pas bien, bien, tout le reste va pas bien. Puis, on sait comment les hormones, c'est important parce que ça a un impact sur les organes, les cheveux, la peau et tout ça. Donc, bref, j'ai été super malade, mais ça a pris beaucoup de temps avant d'avoir un diagnostic parce que j'avais des symptômes qui étaient vraiment banals pour moi au départ. Je ne voyais pas trop. Un des symptômes spécifiques de la maladie de Cushing, en fait, c'est l'embonpoint. Donc, c'est très typique d'avoir un surplus de poids, même souvent dans la majorité des cas de l'obésité et des vergetures. Donc, beaucoup de vergetures très sévères, même à des endroits qui sont atypiques sur le corps. Donc, c'est sûr que de voir mon corps changer drastiquement, ça m'a beaucoup impacté au niveau de mon estime de moi. C'est d'apprendre à accepter la maladie, puis c'est d'apprendre à accepter aussi le corps qui change, puis aussi l'énergie qui change parce que c'est beaucoup de symptômes au niveau de ta santé aussi, puis ça donne des grands coups de fatigue. Je devais prendre 2-3 siestes dans ma journée. J'étais rendue que j'étais de moins en moins fonctionnelle au travail. Donc, ça m'a vraiment amené dans un self-love journey, comme on dit, de l'amour pour soi. Je l'ai vraiment vécu au vif. Ça a été une très belle leçon parce que je ne m'étais pas rendu compte qu'avant ça, je mettais autant d'importance sur le regard des autres, sur mon image. Pour moi, j'étais très dans le contrôle, dans l'attachement de qu'est-ce que j'avais avant, mais c'est d'accepter ça. Puis en fait, pourquoi je vous dis tout ça, c'est que cette maladie-là qui cause des vergetures, bien, le symptôme des vergetures, moi, ça m'impactait personnellement plus que les autres, mis à part la santé, parce que ça cause des migraines sévères. Puis bon, on sait qu'on est très difficile, c'est très difficile de vivre avec des grosses migraines. Et j'avais beaucoup d'autres problèmes de santé. Mais pour moi, les vergetures, c'était comme si c'était quelque chose que pour moi, ça m'affectait psychologiquement. Je n'étais pas capable tu sais, le surplus de poids, même si c'était contre mon gré, ben je me disais, ben du poids, ça peut se perdre. Des vergetures, c'est très difficile à traiter. Puis, je me cherchais une solution, en fait, efficace mais naturelle, parce que quand on est malade, c'est sûr qu'on est encore plus consciencieuse de qu'est-ce qu'on met sur notre peau. C'est sûr que, tu sais, je l'étais vraiment déjà parce que c'était dans mon domaine, fait que j'utilisais déjà des bons produits parce qu'on mange par la bouche, mais aussi par la peau, hein. Donc, je voulais des solutions qui étaétaient naturelles, mais qui étaient efficaces, puis c'est ça le défi avec les crèmes, souvent, surtout les crèmes anti-vergetures, parce qu'il y a beaucoup de produits sur le marché que c'est des crèmes anti-vergetures, mais c'est juste des produits qui vont nourrir ou hydrater en superficie, qui ne vont pas traiter la vergeture. Puis j'ai été 1 an en convalescence, donc j'avais du temps. C'est sûr que les premiers mois, j'étais KO, donc c'était très difficile. Mais après, quand je commençais à prendre plus de force, ça allait de mieux en mieux, je me suis accrochée sur un projet qui était de créer la meilleure crème anti-vergeture au monde. J'étais bien ambitieuse. Donc ça, c'était mon objectif. Puis je voulais transformer cette souffrance-là en quelque chose de beau, quelque chose d'utile. Donc je me suis mis à faire de la recherche. Puis déjà, à la base, je peux lire des heures et des heures. Tu sais, il y en a qui lisent des livres, là. Moi, c'est des étiquettes. J'ai toujours fait ça depuis l'adolescence. J'adore ça. J'aurais dû être peut-être chimiste. Donc, puis je trouvais pas de produits ici qui étaient efficaces. Souvent, c'était de la France. Ça coûtait cher parce que c'était en euros. Le shipping, le transport, c'est des produits qui sont beaucoup plus dispendieux. Fait que j'ai dit, ben je vais créer cette crème-là, je vais m'associer avec des chimistes. Puis ma sœur, elle a une belle expérience en dermatologie aussi, puis elle aime beaucoup ça. Fait que j'ai dit, ben Amé, je me passe ça, puis elle dit, ben j'embarque. C'est sûr. Donc, tout de suite, j'ai pas été difficile à convaincre. Pas du tout. Fait qu'Amélie a dit, ben écoute, c'est un beau projet, on se lance. On savait pas c'était quoi l'envergure de ce projet-là. Mais les deux, on adore les projets, puis on fait vraiment bonne équipe. Donc, j'ai commencé à appeler plein de chimistes, puis essayer de m'associer avec un laboratoire, trouver des formulations. Fait que j'étais vraiment présente avec les chimistes. C'était pas, je paye un chimiste, puis il fait une recherche, puis non, je voulais vraiment être dedans parce que je savais vraiment chaque ingrédient que je voulais, puis c'était aux chimistes de se dire, ben ça marche, ça marche pas. Puis je l'ai mis au défi avec des concentrations plus élevées.
Donc, on a commencé avec une crème anti-vergeture, Love-toi cosmétique. Love-toi parce que c'est vraiment un message d'amour. C'est vraiment d'apprendre à s'aimer parce que c'est mon cheminement vers l'amour de soi qui m'a amenée à cette entreprise-là. Donc, puis là, on a dit, ben c'est vraiment bon, il faut créer d'autres produits. Donc, on a créé le sérum anti-vergeture et cicatrice, que ce soit césarienne, que ce soit après une blessure, une chirurgie, parce que des cicatrices, c'est très dur à traiter. Puis le troisième produit, ben c'est un sérum anti-âge parce qu'on vieillit tous. Mais c'est sûr qu'on veut élargir la gamme, mais grosso modo, c'est parti vraiment d'une histoire. Puis, j'ai été la meilleure cobaye pour tester mes produits sur mes vergetures. Ça m'a drastiquement aidée. Puis, j'ai vécu une histoire qui m'a amenée vers le cheminement vers l'amour pour soi, mais Amélie aussi. Oui. Puis, je vais la laisser expliquer un petit peu Ben oui, je vais faire ce cours. Mais, c'est bon. Mais en fait, moi, de mon côté, c'est très spécial parce que Sarah et moi, on est jumelles. On vit des choses totalement différentes, mais toujours à la fois similaires. Souvent, quand elle traverse une tempête, je vais en traverser une aussi, mais différente. Mais qui vient se rejoindre sur certains points. Puis, même chose quand c'est positif. On dirait qu'on est comme sur le même horloge. On est comme sur le même timing. Le même fuseau horaire des événements et des émotions. Exact. Puis, quand Sarah a traversé là, la maladie, mais c'est sûr, c'est pas moi qui le vivais, mais je suis très proche d'elle. Donc, c'est sûr, j'ai trouvé ça très difficile. Mais évidemment, je voulais être très présente pour elle puis de l'avoir vue aussi bas. Évidemment, moi, quand elle m'a proposé son projet, j'ai dit, écoute, c'est sûr que j'embarque. La vie est courte, on le sait pas, là. C'est pas une question d'âge si demain on est là. Fait que j'ai dit, moi, je veux qu'on réalise nos rêves. Si tu as envie de le faire, let's go, on le fait. Puis moi, en fait, ce que je vivais à ce moment-là, c'était une rupture. J'étais en relation amoureuse depuis plus d'une dizaine d'années. Et c'était mon premier amour, ma première vraie relation stable. Et en fait, dans les dernières années, c'était plus un amour qui me convenait. C'était devenu difficile, notre relation. C'était plus sain du tout. Et souvent, j'acceptais des choses, je tolérais des choses que je devrais pas. Puis, j'ai dû prendre un recul à un moment donné. J'ai dit, autant que je l'aime, mais j'étais plus heureuse dans ma relation. J'étais plus heureuse, mais j'étais bloquée parce que je l'aimais. Puis j'avais toujours espoir. Moi, j'ai comme un peu, tu sais, le syndrome du sauveur, là, où que les choses vont changer ou vont s'améliorer. Puis ça a été très difficile parce que je l'aimais beaucoup, mais je savais, à ce moment-là, j'ai dit non, Amélie, je peux pas continuer. Faut que je me mette en premier parce que sinon, c'est moi qui vais y passer, ça va être ma santé. Puis j'étais plus heureuse. Mais c'est difficile de se confronter. Quand on est dans une longue relation, qu'on aime la personne. Puis je sais pas si c'était de mon enfance ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'était... quand je m'attache, tu sais, on en avait parlé à un moment donné, je suis une passionnée. Fait que, tu sais, des fois, là, quand j'aime, tout est intense. Puis souvent, c'est ça, j'ai accepté beaucoup de choses. Puis c'est triste parce qu'à travers les années, ben j'ai perdu un petit peu de vue qui j'étais. Parce que j'étais tout le temps dans qu'est-ce que je peux faire pour lui faire plaisir. Puis ses réactions, moi, je le mettais sur moi. Moi, je me mettais responsable de son bonheur et responsable de ses réactions. Donc, s'il était content, je me permettais d'être heureuse. S'il était fâché, je me disais, OK, c'est de ma faute. Fait que je me responsabilisais énormément. La culpabilité. Énormément de culpabilité. À un moment donné, je marchais sur des œufs. Je me sentais vraiment comme responsable de tout. Mais tu sais, il y a tout le temps deux côtés, deux versions. Puis on sait, les histoires de cœur, ça peut être complexe. Mais en même temps, les deux, on était ensemble, on avait 16-17 ans, on était jeunes. Lui, il a beaucoup appris. Moi, j'ai beaucoup appris. Puis quand on s'est séparés, c'était dans le respect. Puis je pense à ce jour, on se respecte beaucoup, on s'est aimés, on a eu un beau voyage ensemble, mais c'était d'accepter de le laisser partir parce que c'était plus un amour qui me convenait. Puis c'est là que j'ai appris que l'amour... on peut pas être avec quelqu'un juste parce qu'on l'aime. C'est au-delà de ça. Puis, parce que des fois, la ligne peut être mince entre qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui est pas sain. Puis moi, j'ai pris une décision. J'ai mis un terme à notre relation, ce qui a été extrêmement difficile. Ça a été tout un processus, mais je me suis dit oui à moi en premier. Puis ça fait partie de l'amour de soi, tu sais.
de se dire oui, tu sais, c'est dire, OK, c'est une décision qui est peut-être vraiment difficile, mais par amour pour moi, parce qu'on pense toujours par amour pour les autres. Souvent, l'humain, on va avoir de l'amour pour les autres avant nous. Donc, c'est aussi le message qu'on envoie, puis c'est drôle parce que le cheminement vers l'amour de soi, on l'a concrètement vécu en même temps, mais de façon différente. Moi, c'était « je m'aime, j'ai pas besoin d'avoir telle apparence, tel poids, j'ai pas besoin d'avoir le même corps qu'avant pour m'aimer ». Donc, tu sais, c'était vraiment de me détacher de ça. Puis, Amélie, c'était de se détacher de son ex-conjoint. De tout faire, tu sais, parce que c'est comme si je cherchais, dans le fond, à être aimée. Fait que, tu sais, tout faire pour plaire à l'autre. À un point tel que, finalement, tu n'as plus de bonheur dans ton quotidien parce que tout ce que tu fais, c'est pour l'autre. Fait que moi, en fait, c'était ma responsabilité. C'est moi qui ai laissé place à ça. C'est moi qui, tu sais... Oui, puis vous aviez un vécu aussi derrière ça. Fait que des fois, la peur de l'abandon, encore une fois. Exact. Je suis sûre que ça a un impact. La peur de ça, de dire, ben là, moi, je veux pas être abandonnée, tu sais. Ma mère qui n'est pas là, mon père qui nous abandonne, j'ai un conjoint, je l'aime, fait que je vais tout faire pour que la relation fonctionne. Pour que ça fonctionne, oui. Exactement. Puis, donc, tout ça nous a amené à Love-toi cosmétique. Parce qu'on veut être plus que des produits de haute qualité, qui sont des produits naturels. J'ai oublié de le dire, on utilise beaucoup l'innovation des cellules souches végétales parce que c'est très dur d'innover aujourd'hui en cosmétique. Donc, on s'inspire beaucoup de la France, de la Corée du Sud, mais la saveur québécoise, comme je dis fièrement. Mais ça nous a vraiment amené à ça. Donc, c'est pas juste des produits, c'est vraiment aussi un message d'amour envers les femmes, tu sais, d'apprendre à s'aimer extérieurement comme intérieurement parce que c'est un tout, tu sais, c'est vraiment d'aller chercher le bien-être. Puis quand on prend soin de soi, ben on sent qu'on se donne de l'amour. On peut prendre soin des autres. Puis on prend soin des autres, exactement. Donc, oui, c'est des dermocosmétiques, mais c'est aussi un message d'amour, puis ça s'applique aussi aux hommes, en fait, parce que c'est tout un message, c'est un message qui est universel, d'apprendre à s'aimer pour être capable aussi de mieux aimer les autres et de prendre soin des autres. C'est juste que l'humain, en tout cas, certains humains, on a tendance à l'oublier. C'est votre projet à vous. Les deux, oui. Parce que là, vous êtes pas mal là-dedans. Pour le moment, vous êtes toujours célibataire. Est-ce que vous pensez... Moi, je suis en couple. Amélie est célibataire. OK, t'es en couple, c'est vrai. Est-ce que, j'avais abordé ça aussi un petit peu avec vous autres, le fait d'avoir des enfants, est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Est-ce que vous auriez peur de reproduire certaines choses ou non, pas du tout, mais vous vous sentez plus fragile si jamais vous auriez des enfants? Bonne question. C'est particulier parce que je pense que moi, j'ai toujours été plus oui que non. Donc, ça reste drôle parce qu'on est souvent partagé, mais ça reste être toujours un petit peu plus non que oui. Moi, c'est toujours été un petit peu plus oui que non. Mais moi, j'ai toujours eu ce désir-là quand même jeune, mais avec des craintes. Fait qu'encore aujourd'hui, ils sont là parce que je me dis, c'est beaucoup de responsabilités, puis je voudrais pas... je pense que je le sens que je serais à la hauteur, mais c'est sûr que ça vient avec des craintes puis tout ça, mais je dirais surtout, moi, ma crainte, c'est... On a beaucoup de santé mentale dans notre famille. La crainte que mon enfant... De transmettre quelque chose. Moi, ça serait vraiment... Oui, la peur. Ouais. Cette peur-là, puis c'est particulier. Puis quand on était jeunes, moi, la première chose que je disais à ma sœur, je disais, tu sais, l'image idéalisée de la famille, là, que je disais, moi, un jour, j'aimerais savoir ma famille, mais que ça va être une famille, tu sais, ça va être des gens responsables. Il n'y a pas de famille parfaite, mais j'ai encore cette image-là un petit peu de, tu sais, du papa et de la mère qui est présent pour l'enfant. Puis je veux continuer à y croire. Je ne l'ai pas eu, mais je le vois des fois autour de moi, des belles familles qui sont saines. Fait que j'ose croire que ça existe. Mais un petit trauma que j'ai remarqué, c'est que je dis à ma sœur, si un jour j'ai un enfant, je voudrais pas qu'il porte mon nom de famille. Puis c'est comme un peu triste de dire ça, là, mais j'avais tellement j'avais tellement attaché à ma famille de blessures que pour moi, c'était sûr que... Je sais pas comment dire, c'était comme une façon que je me disais, je vais couper... Tu vas couper un peu le pattern. Mais ouais, non, c'est un peu... Et vous êtes quand même à l'ère des solo-mamans puis tout ça. Fait que tu pourrais décider d'avoir un enfant seul. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu pourrais envisager? Ben pour l'instant, j'ai jamais envisagé ça, mais c'est vrai qu'on l'entend de plus en plus, là, c'est courant de l'entendre. Mais c'est pas quelque chose que j'ai envisagé. Auquel t'as pensé, là. Ouais. Je pense que le fait, tu sais, c'est un sujet chaud et un débat. Je dis pas qu'est-ce qui est bon ou mauvais, mais je pense que d'avoir crave l'amour d'un père, je souhaiterais, moi, personnellement,
offrir un père à mon enfant. Parce qu'un bébé, ça se fait à 2. Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut Oui. le faire autrement. On a des solutions et tout ça. Mais j'ai tellement souhaité vouloir avoir un père parce que je crois que le rôle du père et de la mère est très différent. Puis que c'est vraiment complémentaire. En tout cas, dans mon idéal, je trouve aussi qu'un homme et une femme, c'est très... un papa et une maman, en fait, est très complémentaire dans l'éducation d'un enfant, parce que je suis certaine qu'un papa apporte pas nécessairement la même chose que la maman. Tu sais, c'est un tout. Donc, c'est sûr que si j'ai des enfants un jour, j'aimerais ça, du moins, on ne sait jamais, hein, parce qu'il peut y avoir des séparations, des divorces, mais il peut y avoir la garde partagée, donc c'est correct. C'est ça. Mais, comme il peut y avoir des papas absents aussi, exactement, qui sont là tout le temps, là, que t'es avec eux, puis qu'à partir du moment d'une séparation, ils sont plus là. Ou moi, j'ai été élevée tout seul par ma mère. Fait que moi, je peux pas dire que ça m'a nécessairement manqué. Là. Oui, peut-être à quelque part, mais j'ai pas vu un père partir, moi, tu sais. Fait que il a pas pu me manquer, là. Je l'ai connu un petit peu, mais pas tant. Fait que, tu sais, puis c'est ça. Fait que c'est sûr que ça amène la vie que ça amène avec une mère monoparentale. Mais, tu sais, des fois, tu dis, mon Dieu, tu sais, des fois, ça va peut-être mieux d'avoir un enfant seul. Si vraiment ton désir maternel est là, moi, je dis aux femmes, arrêtez-vous pas à avoir un enfant ou trouvez pas le premier conjoint sur le bord de la rue. Ou vous commencez à sortir avec un gars, il a l'air fin, et là, je suis rendue à 28 ans, il faut que je me marie, puis j'ai un enfant. Non. Donc, vous êtes mieux d'avoir un enfant seul, puis éventuellement, si l'horloge biologique... mais est-ce que ça va être facile? Élever un enfant seul, c'est jamais facile, mais encore là, tu sais, si, mettons, elle avait un enfant seul, ben toi, t'es là. Tu sais, il y aura assez qu'elle peut compter sur toi, c'est un conjoint. Tu sais, ça dépend de l'environnement que tu vas avoir autour de toi aussi, là. C'est ça, mais c'est un pensez-y bien, parce que quand tu as tes propres blessures, il y a des choses à régler aussi avant, puis il y a des... C'est une grande question. C'est bien, mais aujourd'hui, je sens que, en tout cas, je suis en paix, tu sais, avec ce que j'ai vécu, puis, tu sais, c'est sûr qu'on n'est toutes pas parfaits, mais j'essaie toujours d'être... consciencieuse puis de faire d'introspection régulière, tu sais, si jamais je vois qu'il y a quelque chose qui est plus difficile. Mais je pense que qu'est-ce qui m'a aidé à passer à travers, c'est que j'ai appris à pardonner mon frère, pardonner ma mère. Puis autant que ça a été difficile, mais d'une façon, ça m'a beaucoup libérée. Puis j'essaye dans le fond, un petit truc que je me suis donné parce que, tu sais, des fois, on peut retourner dans nos sentiments de rancune. Nos ressentis. C'est ça. Mais je me dis, tu sais quoi, j'essaie de voir l'humain avant tout qui a fait avec, tu sais, ça l'excuse pas, là, qu'est-ce qui a été fait, mais de voir l'humain qui, tu sais, comme on dit, souvent, c'est les personnes blessées qui vont blesser les autres, mais de voir au-delà de ça, puis je me dis, ce qu'on a vécu, c'est ce qui nous a construit aujourd'hui, mais définitif que je voudrais pas, parce que, tu sais, des fois, on voit quand il y a un enfant qui a eu beaucoup de traumatisme dans son enfance, va avoir tendance à le reproduire. Fait que ça, c'est quelque chose que je sensibiliser à ça. De pas tu sais, reproduire ces patterns-là ou, tu sais, s'il y a quelque chose, ben, tu sais, d'aller chercher de l'aide. Parce que vous parliez de votre frère, lui aussi, il l'a pas eu facile à travers ça. Parce qu'il vous faisait garder votre frère aussi ou lui, il se faisait garder par d'autres personnes? Ben, en fait, notre frère, lui, ça a été comme un petit peu le contraire. En fait, oui, non. Les 5 ou 6 premières années de sa vie, c'était sa grand-mère qui s'occupait de lui. Fait qu'il connaissait pas vraiment sa mère. Puis ça, c'est quelque chose qui en veut encore aujourd'hui beaucoup à ma mère parce qu'il la voyait juste les fins de semaine, en fait, comme nous. Fait que c'est pas d'hier, là, OK, comme ça. C'est pas d'hier, mais notre grand-mère est décédée. Fait que, donc, quand que mon frère avait 5 ou 6 ans, donc, elle pouvait plus s'occuper de notre frère. Donc, à ce moment-là, ben, c'est là que ça s'est corsé un petit peu. Parce que ma mère, c'est sûr que c'est une maman qui est détachée. Elle a peut-être pas autant l'instinct maternel. Puis je sens... Puis il ne voit pas son père. Non, son père, il l'a connu un peu, mais pas beaucoup. Mais tu vois, ma mère, elle avait accepté que le père soit pas impliqué. Elle voulait un enfant, puis elle en a fait un. Mais le père a dit, OK, tu peux en avoir un, mais je ne paierai pas de pension alimentaire. Mais ça faisait l'affaire à ma mère parce qu'elle voulait juste un enfant quand elle avait 25 ans. OK. On ne voulait pas qu'il y ait d'autres personnes qui aient le droit de parentalité, si on peut dire. Elle aurait voulu qu'il soit impliqué, mais elle ne pouvait pas le forcer parce que pour lui, il l'avait avisé, c'était très clair qu'il n'y avait pas ce désir-là puis qu'il n'en voulait pas.
Fait qu'elle a pris la décision d'être maman solo, finalement, mais comme pas parce qu'elle connaissait pas bien ses droits, mais en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que un homme peut pas dire, regarde, j'ai mis enceinte, là, moi, tu peux pas le garder, mais ça me dérange pas. Non. Oui, elle peut le garder, c'est son choix, mais si t'es le père, puis c'est ton petit pinceau qui s'est à la mauvaise place, ben c'est toi qui vas t'en occuper. C'est sûr que faire les choses. Non, mais c'est c'est important de dire aux gens parce qu'effectivement, puis bon, on parle d'autres temps, d'autres mœurs, mais encore aujourd'hui, il y en a des jeunes filles qui vont tomber enceintes, vont dire, ben moi, quand j'ai le goût de le garder, je comprends qu'on va peut-être pas finir notre vie, mais là, le jeune va dire, ben moi, tu peux le garder, mais moi, je veux pas être responsable. Ben, je veux dire, oui, légalement, tu es responsable. Ben, pas parce que la fille veut le garder que, vu que c'est elle qui va le porter puis que c'est elle qui fait le choix de le garder, que parce que toi, tu le veux pas, que seule ta parole va faire en sorte que tu ne seras pas responsabilisé ou que tu ne devras pas payer pour cet enfant-là. Ouais. Alors, messieurs, avisez-vous, il y a des petits objets qui peuvent vous protéger de ça. Sinon, à risque. Sinon, à risque, et ça sera la décision de la dame, de la jeune femme ou de la jeune adolescente. Mais il faut en parler parce que encore là, des fois, on pense, puis elle, possiblement, s'est dit, ben c'est du quoi, je vais le garder, mais OK, c'est beau, j'ai compris que tu voulais pas t'impliquer. C'était pas t'impliquer, fait que donc, tu sais, puis bon, tu sais, c'est... On peut en parler longtemps, mais souvent, les parents connaissent pas leurs droits, les femmes connaissent pas leurs droits, les jeunes femmes connaissent pas leurs droits, les jeunes hommes connaissent pas leurs droits parce qu'ils ont des droits aussi. Mais donc... mais c'est vrai, je pense. Puis c'est drôle parce que c'est toujours un questionnement que j'ai eu justement avec Sarah, que je me demandais pourquoi, parce qu'elle aurait pu recevoir de l'aide. Elle était quand même toute seule avec 3 enfants. Ouais. Mais peut-être que c'était quelque chose qu'elle connaissait pas. Ou je Probablement. Sais pas, non, puis des fois, il y en a des femmes, c'est l'orgueil. Il y en a qui disent, ben parfait, je vais l'élever tout seul, mon enfant. Mais c'est parce que tu peux pas... Ben, ça se fait à 2 les enfants. Fait que les 2 ont la responsabilité. De l'enfant. Tu sais, oui, c'est le corps de la fille. À partir du moment où elle est enceinte, c'est elle qui décide. Mais l'homme, c'est sa responsabilité que s'il veut pas vivre le fait de mettre une fille enceinte qui veut peut-être le garder, ben mets-toi un condom. Tu sais, c'est aussi simple que ça, là. Ouais. Fait que ça t'enlève pas la responsabilité de pas mettre une fille enceinte. C'est ça. Puis ce qui est dommage, c'est qu'il y a des parents encore aujourd'hui, dans ma génération, ça se voyait encore plus, mais il y a encore aujourd'hui des parents qui élèveront pas des filles comme ils vont élever leurs garçons. Tu sais, ils vont dire aux filles, ben là, à 10 heures, tu sors pas, puis non, tu vas pas coucher sur un tel, puis non, tu peux pas découcher, puis avant 17 ans, puis... Mais le gars, lui, c'est pas grave, il peut coucher n'importe où, puis, tu sais, ils veulent pas que leur fille se fasse mettre enceinte, mais leur gars, c'est pas grave, lui. Il peut aller mettre n'importe quelle fille enceinte, puis, tu sais, il y en a qui pensent, non, il faut que tu élèves ton gars comme ta fille, dans le sens que... Il faut les responsabiliser, les deux. Différemment, mais ils ont toute une responsabilité, puis... 100% parce que ça te déresponsabilise, sinon, le jeune homme, en fait. Oui, le jeune homme peut dire, ben regarde, ben moi, là, c'est ça, puis là, mettons que la jeune fille, elle l'aime, là, puis elle est en amour, puis elle dit, ben là, tu feras pas ça, puis le gars, ça lui fait peur, fait qu'elle, elle va aller se faire avorter ou elle va aller, mais elle aimerait ça le garder. Bon, il y en a pour qui c'est un bon choix, l'avortement, mais il y en a pour qui, tu sais, qui disent, ben regarde, peut-être c'est ma seule chance d'avoir un enfant, je suis rendue à 26 ans, puis là, regarde, on a un enfant ensemble, mais l'autre va dire, non, ben moi j'en voulais pas d'enfant, je te l'ai dit, fait que compte pas sur moi. Mon homme, là. Je veux dire, t'aurais dû y penser avant, là, pour, tu sais, de faire un petit chapeau, parce que là, non, moi, je vais le garder, mais tu vas assumer tes affaires, là. Fait que c'est ça. On n'est pas négligeable, c'est ça. Il faut vraiment responsabiliser les deux, puis à un jeune âge aussi, parce que... Mais c'est vrai qu'on a tendance à, tu sais, toujours... responsabiliser la jeune fille, mais c'est dans les deux sens. Là, c'est dans les deux sens. Personne n'empêche personne d'avoir des relations sexuelles, mais c'est autant la responsabilité du jeune de s'assurer de ne pas mettre une fille enceinte que la fille de ne pas tomber enceinte, ça n'en veut pas. Là. Puis, tu sais, tu m'as piégé, elle m'a dit qu'elle prenait... Bon, regarde, c'est facile à dire, là. C'est ça. Mais c'est comme ça. Tu as un risque, puis c'est ça le risque du gars. Il y a des problématiques qui ne viendront pas avec parce que c'est pas lui qui va avoir la grossesse, puis c'est pas lui qui va ça, mais tu veux pas vivre avec les effets négatifs peut-être d'une grossesse non désirée pour toi, ben prends les moyens. Prends les moyens. Parce qu'à travers tout ça, ça peut
faire ce que vous vivez, ce que vous avez vécu. Ben oui. Tu sais, des grossesses non désirées. Ben là, je dis pas ça que c'est peut-être votre cas, mais ce que je veux dire, c'est que dans un moment où, justement, le père se déresponsabilise, la mère, la jeune femme ou la femme se retrouve seule, ben là, ça peut créer toutes sortes de dysfonctionnements, de familles dysfonctionnelles ou de vécus traumatisants pour des enfants. Là. Des fois, il y a de l'alcool, des fois, il y a la drogue qui est là-dedans, des fois, il y a de l'abus, il y a de la... Il y a plein de choses. Que, tu sais, c'est important. C'est une grosse décision des enfants, quand même. Là. C'est une énorme décision. C'est pour la vie, comme on dit. C'est pour la vie, puis l'environnement. Puis là, écoutez, moi, je trouve tellement que votre histoire est... puis je vous trouve forte, vraiment. C'est sûr que vous avez quelqu'un qui vous protège à quelque part. Je vous l'ai dit, c'est pas la première fois que je vous le dis. Mais est-ce que vous vous rendez vraiment compte de la force de caractère, de résilience? Est-ce que vous voyez à quel niveau comment je pourrais dire? J'ai même pas de mots. À quel point vous avez été battante puis résiliente. Je comprends le fait d'être deux, tu sais, ensemble, l'union fait la force, mais une aurait pu tirer sur l'autre plus, de dire moi, je suis plus capable. Tu sais, bon, il y a peut-être eu des moments où vous avez eu... Oui, influencer. Une un petit peu plus, tu sais, justement, elle s'en va vers le mauvais chemin puis elle attire l'autre. C'est vrai. Ça l'aurait pu. Ça l'aurait pu parce qu'on est très... les deux, on s'influence énormément. Je pense autant l'une que l'autre. Il n'y a pas une qui est plus influente que l'autre. C'est vraiment qu'il y a eu un moment, une journée. C'est sûr que forcément, quand tu es souvent avec quelqu'un, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut faire attention avec qui on se tient, avec les gens qu'on s'entoure. Parce que même si tu t'en rends pas compte, forcément, tu as une influence positive ou négative. Consciemment ou inconsciemment. Mais je pense qu'Amélie et moi, on a toujours eu vraiment une influence positive l'une envers l'autre. Donc, on est contente. Parce que vous voulez le bien de l'autre. Oui, c'est ça. Exactement. Puis les deux... On est très responsables de nature, on s'est responsabilisés très, très jeunes. Donc, pour nous, c'est comme si ça a toujours été un peu évident de faire des bons choix. Fait qu'on s'en rend pas compte tant que ça. On s'en rend pas compte parce que pour nous, c'était comme si c'était ça. Fallait faire le bon choix. C'est comme si chaque choix qu'on prenait, je pense aussi, on a tellement peur de prendre des mauvaises décisions que peut-être c'est ça qui faisait qu'on était plus, des fois, réfléchis. Des fois, il y a des choses qu'on fait puis qu'on réfléchit pas, là. Mais je pense que c'est ça qui nous a... Puis aussi, tu sais, comme on avait discuté un petit peu dans la fois, on est aussi croyante. Fait que je pense que ça a eu aussi une influence. Oui, la foi. La foi vous a beaucoup aidé. Énormément. Où est-ce que ça vous a aidé? Vous avez quoi? Vous avez été à l'église? Vous avez prié? Vous avez lu une Bible? Vous avez fait quoi? C'était très particulier parce que nous, notre mère, elle est athée. Donc, elle croit pas en quelque chose de particulier. Mais, puis notre père, il était musulman, mais non pratiquant. On avait une tante qui était chrétienne. Fait qu'à l'occasion, des fois, les dimanches, elle nous amenait à l'église chrétienne. Puis ma mère n'était pas trop ouverte à ça, mais tu sais, des fois, elle dit, ben oui, OK, il n'y a pas de problème. Fait qu'elle nous amenait à l'occasion, mais ça nous a inculqué des belles valeurs, puis ça nous a montré très jeune qu'il y a quelque chose de plus fort que nous, de plus grand de plus puissant que nous. Fait que même quand on vit des choses difficiles, on peut on peut se fier sur lui. Mais en tout cas, nous, c'est notre croyance personnelle. Oui, c'est ça. Chacun a ses croyances, mais d'avoir la foi en quelque chose de plus grand pour nous aider à traverser des étapes et des épreuves comme vous avez vécues, qui sont extrêmes. Mais c'est drôle parce que nous, on les sent pas nécessairement toujours extrêmes. C'est spécial parce que oui, c'est vrai. Pour ça, on s'en rend pas compte. Mais des fois, on se rend pas compte. Puis c'est beaucoup aussi notre entourage puis nos amis qui nous disent « Hey, tu te rends compte de qu'est-ce que tu vis en ce moment? » Je suis comme « Ah, ben oui, c'est vrai. » Tu sais, on dirait qu'on a tellement aussi été peut-être habitués de vivre des choses difficiles que c'est comme si pour nous, c'était comme de... Vous êtes blindés, vous êtes comme blindés. C'était comme si c'était un peu la norme, tu sais. C'est comme il n'y a plus grand-chose qui nous surprend. Ça peut nous affecter, mais ça va nous en prendre plus. Puis, je donne un exemple banal. Tu sais, un moment donné, on était chez Sarah, puis on a entendu des coups de feu. Puis notre amie était super réactive, tout ça. Puis, oh mon Dieu, c'est quoi qui se passe dans le quartier? Puis nous, moi, je dis, ah ben non, c'est des coups de feu, c'est normal. C'était comme si on normalisait. C'était comme si tout était normal. Non, vous me niaisez, là, les filles, là, il y a des coups. Là, j'ai dit, ben c'est pas grave, ça va arrêter dans pas... Tu sais, elle était comme... elle était sous le choc, là, tu sais. C'est des petits exemples banals que des fois, on dirait c'est comme si ça nous a
pas tu sais, mais ça nous on est moins réactifs. Oui. Fait que ça le peut engourdir un peu. Vos réactions. Comme on peut voir des spontanées. scènes très peut-être marquantes pour tu sais, beaucoup, puis c'est vrai. Mais nous, c'est comme si ça prend du temps avant de ben oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Ben, vous êtes coupé un peu de vos émotions. Oui, c'est ça. Puis je pense pour ça, c'est à double tranchant parce que l'avantage, c'est que on a une résilience incroyable. T'sais, on peut vivre une surcharge au travail, un frère qui est décompensé, une mère qui est en perte. On peut vivre plein de gros stress puis quand même fonctionner. Mais le côté négatif, c'est que c'est la tolérance. Des fois, on va peut-être avoir trop tendance à tolérer des choses parce que ça nous en prend beaucoup avant que ça nous affecte. Fait que les autres peuvent s'en permettre plus. Oui. Fait que ça, il faut faire attention à ça parce que des fois, c'est de l'entourage qui vont dire « Ah, mais ça... tu mérites pas ce traitement-là. » Je suis comme « Ah ouais? » Comme pour nous, les menaces de mort, c'était... Ben, il est en psychose, il fait des menaces de mort, mais c'est comme non, tu sais jamais quand une menace de mort peut être vraiment vraie, parce que quand tu fais des menaces de mort, c'est que tu le penses. Ouais. Mais, en tout cas, des gens schizophrènes, pas médicamentés, qui sont allés assassiner un membre de la famille. Exactement. On est en plein dans ça, là, en ce moment. Puis là, fait que des fois, c'est ça. Il y a des avantages, mais c'est pour ça qu'on essaie d'être consciencieuse, puis d'essayer d'être plus balancé, puis les deux, de faire, OK, est-ce qu'on est trop... de ne pas s'engourdir, mais en même temps... Mais c'est pour ça qu'on demande beaucoup autour de nous. Par exemple, même mon conjoint, mes amis, on pose qu'est-ce que tu penses de ça? Puis ça m'aide, ça nous aide beaucoup à cheminer parce que, comme tu dis, peut-être que des fois, on est détaché de nos émotions, mais de façon naturelle, fait qu'on ne se rend pas compte de certaines choses. Donc, on est porté aussi beaucoup à aller vers les autres, dire, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu vois ça comme situation? Puis ça nous aide aussi à cheminer un peu. Je pense que qu'est-ce qui nous aide, c'est ça, pour pas tomber dans le côté négatif, on pose beaucoup de questions. Fait que, tu sais, surtout à son conjoint, on a des super bonnes amies. Fait que je dis, toi, tu vois ça comment? Fait que là, tu sais, ils vont dire, ah ben ça, non, là, ça, c'est non, ou ça, oui. Fait que ça nous aide un peu parce que c'est comme si, en même temps, nous, il faut qu'on construise un peu ça parce que à cause qu'on était dans l'autre extrême, c'est comme si, ah ben c'est pas grave, il a juste essayé de faire ça, ou tu sais, mais dans le fond, c'est non, là, tu sais, c'est pas correct. Non, ça peut être dangereux. Ça peut être un terrain glissant. Ça peut être un terrain glissant. Fait qu'autant que c'est bon parce que nous, on fonce dans le tas, puis... Mais en même temps, c'est comme wow, là, tu sais. Ça peut être une force, mais aussi un défaut. Mais la croyance, ça nous a beaucoup aidé dans notre cheminement, tu sais, de garder l'espoir. Puis, tu sais, juste quand on voit la nature, quand on voit l'être humain dans sa complexité, moi, je me dis tout le temps, il peut pas avoir une force supérieure à nous. Donc, oui, ça nous a beaucoup aidé dans notre cheminement quand on était jeunes, dans notre enfance. Aussi, je pense que ce qui aide aussi à la résilience, en tout cas, ce qui nous aide beaucoup, depuis qu'on est vraiment jeune, on est beaucoup dans la gratitude. Dans les choses vraiment banales, on a toujours, nous, visualisé, c'est drôle, on parlait pas de ces choses-là dans le temps, mais nous, on s'était fait comme sur notre porte de chambre un gros vision board avec des maisons propres, avec toutes les belles choses qu'on aime. Fait que ça, à chaque jour, on se le visualisait. Ouais. Puis on se disait, toi, tu vois ça comment? C'était incroyable comment on faisait ça quand on était jeune, mais c'était comme juste un système de défense. Puis aussi, chaque petite chose, souvent les gens nous disaient, tu sais, t'as pas besoin de me dire merci 50 fois. On est comme, ah, merci. Tu sais, la personne a l'impression qu'elle nous a donné 1 million là, parce qu'on dit merci. Tu sais, on a beaucoup, beaucoup de gratitude. Ouais. Mais je pense que c'est ça qui nous aide aussi à traverser les moments difficiles parce que dans les moments difficiles, on essaie de, hey, j'ai de l'eau. Mais ça, de ne pas le prendre pour acquis, j'ai de l'eau, puis je mange aujourd'hui. Puis, on voit toujours le verre, comme on disait l'autre fois. Là, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Oui, vraiment. Je pense que le commentaire qu'on reçoit de plus, c'est drôle parce que j'avais la maman d'une amie qui, elle adore cuisiner. Puis durant nos études au cégep, on fait des nuits blanches pour étudier, on n'avait pas le temps. Puis elle nous préparait des repas, elle était tellement gentille. Puis à chaque fois qu'elle nous préparait un petit repas, quand on allait étudier chez notre amie, on était comme « Hey, wow, Francine, merci! » Mais on le pensait vraiment, tu sais, pour nous. Puis là, je mangeais le spaghetti, puis c'était comme « Hey, c'est chaud, c'est bon! » Puis là, elle était comme « Mon Dieu, as-tu déjà mangé du spaghetti? » Je suis comme « Oui. » Mais tu sais, c'est comme on s'émerveille à rien. Tu sais, le matin, on s'émerveille avec des très petites choses. La douche chaude, là, à tous les matins. Donc, je pense que c'est ça qui aide à... C'est comme... Exact. Rentrer dans la gratitude, ça te rapporte du bonheur. Puis je pense qu'aujourd'hui, souvent, dans la société d'aujourd'hui, on est beaucoup dans la comparaison. On est en Amérique du Nord, hein? C'est toujours la performance. Il faut que tu sois occupé pour être quasiment heureux. Mais quand que tu sais t'arrêter puis apprécier les petites choses de la vie, ça te ramène tellement de bonheur que même si tu vis des épreuves vraiment difficiles, comme dernièrement, on était dans un pic familial, on passe présentement un moment beaucoup plus difficile avec la famille.
Puis là, je dis, mais qu'est-ce qui me ferait plaisir? OK, regarde, Sarah, qu'est-ce que t'as? Parce que là, je retombais dans un pattern de pourquoi ça m'arrive encore, Puis j'ai dit, OK, pourquoi aujourd'hui je peux être grateful? Pourquoi aujourd'hui je peux être reconnaissante? Je suis reconnaissante parce que j'ai accès à la nourriture, parce que j'ai une maison, parce que je peux bien, tu sais. Donc, de se donner des petits trucs comme ça au quotidien, ça l'aide beaucoup à passer au travers. Puis je pense que c'est ce petit truc-là qu'on a fait naturellement quand on était enfant, parce que déjà, enfant, on appréciait beaucoup les choses. Donc, je pense que ça l'aide. Dans les choses simples, tu sais, c'est pas besoin autant d'être reconnaissant pour un gros cadeau, mais aussi pour les petites choses que les gens font autour ou les petites attentions. Ça fait toute la différence quand on change nos lunettes en se réveillant le matin, c'est fou. Juste change tes lunettes, puis tomber dans la gratitude, c'est deux formulations. Il y a des fois, vous avez eu des amis, possiblement, vous voyez mettons, qui avaient tout, là, puis que, tu sais, sûrement que vous êtes arrivé chez des amis, puis que, tu sais, puis là, ils envoyaient premier leurs parents. Ça vous est-tu déjà arrivé de dire, hey, attends une minute, toi, là, moi, là, je donnerais tout pour avoir ta mère, pour avoir ta chambre, pour être... Oui, beaucoup. Énormément. Tellement souvent, là. On se regardait, puis j'étais comme, hey, juste avoir une mère ou un père ou une chambre comme ça ou une maison comme ça, que je suis pas gênée quand les gens... Juste ta mère qui t'appelle, dire « Hey, ma chérie, comment tu vas aujourd'hui? Comment va ton projet de X? » Ou même, à la limite, te chicaner parce que pour ton bien, tu sais, dans le sens, tu sais, pour... mais ça, c'est drôle que tu dis ça, parce que ça me fait penser, quand on est à l'adolescence, il y avait les règles, tu sais, qui sont arrivées, mais dans les maisons de nos amis. Tu sais, telle heure, il faut que tu rentres. Mais moi et Sarah, on avait une incompréhension. On disait, mon Dieu, c'est quoi ça? C'est la prison. Mais ça, on comprenait comment pas qu'il faut que tu reviennes à telle heure? Il y a des règles, faut que tu manges à... T'sais, nous, c'était comme... On comprenait pas ça parce qu'on avait tellement pas vécu ça avec notre mère. Tu sais, comme je disais, on pouvait partir une semaine, 2 semaines. Fait que je disais, ouais... Là, ça, c'était le seul moment temporaire que j'étais comme, finalement, je suis contente de pas avoir de règles, mais il y a des moments que je disais, non, tu sais, j'aurais aimé ça que ma mère, tu sais, mettons que quelqu'un s'inquiète, puis qu'il appelle, puis... Mais souvent, c'est arrivé qu'on est allé chez des amis quand on était plus jeunes, on était comme moi, on est tellement chanceuse. Puis, tu sais, il n'y a aucune famille de parfaite, puis il n'y a pas aucun parent parfait. Mais je dis, tu sais, wow, tu sais, des fois, il y a des enfants aussi tellement gâtés, mais qui s'en rendent pas compte de tout ce qu'ils ont. Tu sais, hey, t'as déjà un parent, fait que déjà là, tu peux être reconnaissant. Puis, tu sais, je trouve qu'il y a des fois, il y a tellement d'enfants qui prennent le rôle d'un parent pour acquis. Puis ils disent, ben, tu sais, ma mère, t'es ma mère, fait que tu dois faire ça. Non, c'est quand même un choix tous les jours d'être ta mère, tu sais, de faire son rôle de mère, parce qu'elle peut être ta mère, mais elle peut ne pas jouer le rôle de mère. Inquiète pas, je sais de quoi je parle. Pour moi, mais tu pourrais dire ça, là. Ouais. Donc, tu sais, c'est fou parce que oui, ça nous a beaucoup amené c'est un peu d'incompréhension par rapport à des enfants, des fois, qui sont peut-être moins reconnaissants, comme il y en a qui ont tout eu puis qui sont très reconnaissants. Ça, je trouve ça encore plus beau. Parce que ça, j'ai rencontré des enfants qui ont vraiment tout eu, le papa, la maman impliquée, super ouvert d'esprit. Si tu veux tu veux danser, tu veux faire de la danse, tu veux faire du soccer, tu sais. Puis j'ai vu des enfants qui étaient reconnaissants puis qui s'en rendaient compte de la chance qu'ils avaient, mais comme j'en ai rencontré que, tu sais, c'était comme plus... Y en a-tu qui voyaient dans quel contexte vous étiez puis qui disaient qu'eux prenaient conscience de justement d'être dans des familles privilégiées? Est-ce que vous pensez que ça... Est-ce que vous avez vu des fois des comportements changer de vos amis, de dire « Hey, je vais arrêter de chialer pour du niaisage ou pour je vais être plus respectueux avec mes parents ». Je sais pas si on a remarqué ça, mais moi, je pense que non, personnellement, parce que je pense que nos amis n'osaient pas en parler. Ouais, je pense qu'ils en Je pense que ça a été de l'aveuglement volontaire. Parce que quand nos amis venaient, c'était comme si notre maison était normale. Je pense qu'ils se sentaient peut-être malaisés. Ils le disaient pas. Ouais. Ils devaient en parler rendu chez eux. C'est sûr. Ouais, mais les parents... Mais je pense qu'ils s'en rendaient compte qu'on était dans un environnement particulier. Fait que jamais nos amis nous ont dit quelque chose nécessairement par rapport à ça. Par contre, quand on allait chez eux, on s'en rendait compte. Fait que forcément, que quand ils venaient à la maison, ils s'en rendaient compte. Ouais. Mais je pense que ça a toujours peut-être été tabou pour nos amis quand on était plus jeunes, parce que clairement, qu'ils voyaient que c'était pas normal. Fait que je pense qu'ils voulaient pas peut-être en rajouter en disant « Mon Dieu, Sarah, ta maison, tu sais, c'est vraiment... » Puis jamais leurs parents vous en ont parlé ou abordé des choses? Ou les parents, il y a quelques parents plus tard, mais quelques parents qu'on a appris, qui nous avaient dit, tu sais, quand je voyais... Il y avait un sentiment, tu sais, comme un peu de la pitié, comme les petites cocottes, c'est pas évident, ils l'ont pas facile, mais tu sais, on l'a su plus tard, tu sais, mais tu sais, il y en a qui nous ont dit, tu sais, on aimait tellement ça vous avoir à la maison, puis on aurait voulu des fois faire comme plus,
mais qui disait, un petit peu comme, un peu de la, tu sais, comment c'est pas facile, mettons, tu sais, fait que ça, on le... Plus chez les parents. Plus chez les parents. Ouais. Mais ça a pris du temps parce que, tu sais, au début, on savait que c'était pas normal, mais pas à ce point. Donc, ça nous a pris du temps avant de réaliser ça nous-mêmes. Puis après, quand les parents nous en parlaient un peu, et avec du recul, quand on était un petit peu plus vieille, on a fait comme, j'avoue que c'était vraiment pas normal. On a toujours été très proches. On a été choyés pour ça. Les parents de nos amis, là, c'est comme nos amis. C'est fou. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mon ami vos amitiés ont perduré dans le temps. Là. Vous avez des amis de très longue date là, qui nous ont vus dans ce milieu-là. Puis les parents, c'est... On a toujours été très proches des parents de nos amis. C'est ça qui est drôle. Puis des fois, on était même encore... Nous, on était des vieilles âmes. On a toujours été des vieilles âmes parce qu'on avait 13 ans, puis on était déjà... Nous, on était plus amis avec des adultes parce qu'on sentait qu'on pouvait avoir de la conversation, mais c'est parce qu'on avait déjà beaucoup de vécu. Vous aviez maturé beaucoup de par la force des choses. Exact. Fait que c'était drôle parce que des fois, quand on allait chez nos amis, on se retrouvait plus à parler pendant des heures dans la cuisine avec la mère ou le père. Là, mon ami était comme, puis tu viens-tu me rejoindre, là? C'est parce que ça fait longtemps que je t'attends. J'étais comme, excuse-moi, tu sais, je parlais avec tes parents, mais c'est parce qu'on avait tellement de la conversation. Toi, c'était pas un ami que tu voulais, c'est une mère. Peut-être que c'est ça. Fait que tu restais avec la mère. Tu voulais un ami, mais... c'est tu te manquais le plus, tu une mère. Parce que c'est vrai que souvent, on était comme même avec les parents. J'ai jamais fait le lien. T'empruntais, regarde, je t'en parle, j'ai des frissons. C'est fou, j'avais jamais fait le lien. C'est sûr que toi, c'était tu sais, c'est inconscient. T'étais contente d'être avec ton ami, mais la carence principale, c'était une mère. Puis t'en avais une que tu pouvais emprunter, là, avec qui t'avais une certaine affinité. Fait que toi, là, jouer, puis Barbie, puis whatever, les jeux, c'était intéressant, mais ce qui te manquait plus foncièrement... T'avais déjà une sœur, t'avais ta complice, tu l'avais ton ami. Vous l'aviez. Votre symbiose d'amis, votre best, vous l'aviez déjà. Fait que c'était une amie, vous l'aimiez beaucoup, mais ce que vous alliez chercher, c'était une mère. Là. C'est fou, hein? J'aurais pas fait le lien, mais c'est vrai que ça fait tout son sens d'une même parce que c'est vrai qu'on était beaucoup avec les parents. On était quand même très proches de même, je te dirais, tous nos amis. Puis des fois, on s'entendait mieux que les parents, tu sais. Puis, quand on était jeunes, puis même encore aujourd'hui, on a une belle affinité avec les parents de nos amis, puis on a des belles conversations. Fait que c'est vraiment, je pense que c'est peut-être mais ça a été positif, par exemple, de la part des parents puis de nos amis. Jamais on a été... on s'est fait niaiser. Rejeter ou vous n'avez jamais perdu d'amitié par rapport à votre condition. Non. Puis ça a été quelque chose. On avait, même si. Puis nos amis, même, nous rassuraient. Puis je trouve ça beau quand je pense à ça. Aujourd'hui, je dis, mon Dieu, on avait donc bien du bon. Tu sais, même si on était jeunes. Mais les amis, jamais ils ont fait, hier, où tu vis, c'est donc bien des. Et elle. Ou à l'école, tu sais, à l'école, vous savez pas dans quoi qu'elle vit. Chez eux. Puis je me rappelle d'une amie en particulier. Elle savait notre environnement. Puis, tu sais, des fois, quand on fait des devoirs d'équipe, tout ça, puis moi, on inventait tout le temps des excuses. On était en rénovation. On était en rénovation. Il arrive quelque chose, personne ne peut rentrer. Ça, c'était quelque chose, les puis notre plus grande peur, c'était que quelqu'un ait une envie. Je peux aller aux toilettes chez vous. On les envoyait au dépanneur. On disait, la toilette est bouchée. On inventait des affaires parce qu'on voulait pas, à part nos amis très proches. Puis nos amis... Parce que vous vouliez pas qu'ils rentrent chez vous, qu'ils aillent au moins dans la toilette. Non, c'est ça. Pour nous, on était beaucoup... On a le sentiment qu'on a vécu le plus quand on était jeunes, c'était la honte. On voulait vécu beaucoup dans la honte, beaucoup dans... faut que je me cache, c'est pas beau à voir. Il faut que je contrôle les réactions des gens. Comme, mettons, des fois, avec certains membres de la famille, c'est toujours, on marchait sur des œufs. Je sais jamais qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont agir. Fait qu'on est là comme pour ramasser un peu les œufs cassés parce qu'il y a beaucoup des fois qui sont mis à adapter socialement. Fait que nous, quelqu'un qui en tout cas... on voulait gérer les réactions, mais c'était beaucoup surtout la honte, je dirais. Parce qu'à chaque fois, nous, on redoutait d'aller à l'école, pas pour les cours d'école. C'était pas pour les classes. C'était vraiment, non, on va avoir des travails d'équipe cette année, là. Faut pas que les gens viennent à des gens puis ils vont vouloir venir à la maison. Puis quand on avait des amis, parce qu'on avait quand même beaucoup d'amis, puis fallait au début, avant que tes amis deviennent des amis proches, t'es côtoies, tu vas chez elle, vous faites du fun, vous allez au parc, Mais à un moment donné, là, ton ami finit quand même par venir chez vous. Tu sais, c'est rare que
Surtout quand t'es Ils sont jeune enfant. curieux, les enfants. Nous, Surtout si c'est des amis du quartier, Ouais, ça des marche, amis du l'école. quartier. Là, c'est-à-dire, les jumelles, c'est vrai, ça fait des années qu'on vous connaît, puis on n'est jamais rentré chez vous, puis je dis, ben, gadon, ben, faut faire la liste de raisons. Parce que moi, ben, on était comme, OK, on est en rénovation. Là, après, c'était comme, ça va pas bien, tu sais, genre, il y a de la chicane, on peut pas cette semaine. Fait qu'à chaque semaine, on avait une raison quelconque qu'il fallait sortir pour repousser le moment qu'on redoutait le jusqu'à plus. temps qu'on peut plus, puis que là, on dit, ben là, tu peux rentrer, mais là, on donnait un avertissement, tu vas voir, notre maison est différente. Il y a beaucoup de Fait qu'on stock donnait dedans. beaucoup d'avertissements pour... Est-ce que vous saviez le nom de comment ça s'appelait? Non, Ça, pas du On tout. savait Et on même pas était que les ça existait, seuls qu'on le est- syndrome de Non. Diogène. En On fait, pensait qu'on était les seuls au monde. on pensait qu'on là, était les seuls au avec monde. ça, On pensait que c'était juste notre mère qui était comme ça. On pensait même pas qu'il y avait d'autres humains qui avaient ce syndrome-là. Nous, on a Dans la- caractérisé ça à notre mère. Puis des C'était dans la années plus tard, vingtaine, là, dans la qu'on vingtaine. a appris c'était qu'il y avait un Mi-vingtaine. syndrome de ça. À la mi-vingtaine. C'était même. les émissions américaines, tu sais, là, qui passaient du trouble obsessionnel compulsif. Ouais. Puis c'était une émission américaine, je me rappelle plus. Puis quelqu'un avait dit ça, hey, vous avez-tu vu à la TV, ça ressemble à ce que votre mère avait. Puis j'avais été par curiosité voir, puis j'ai dit, Ça a été un soulagement. il y a d'autres personnes, ça a été un ouais, soulagement. Tu sais, Ouais. moi, ça a été, là, c'est drôle parce que ça a été comme avec ma maladie, quand pendant 1 an et demi, il faisait des tests, puis il disait, moi, je pensais que je devais aller en psychiatrie parce que j'étais en train de virer folle, puis je suis comme, oh non, je vais pas devenir comme certains membres de ma famille. Moi, c'était ma plus grande peur, tu sais. Ouais. Puis là, je me disais, ben, je dis ça, puis c'est jamais ça. Puis là, c'est quoi je me disais? J'ai perdu mon fil. Ben, que tu. C'est un je soulagement. te suivais. C'est ça que c'était un soulagement. Ouais, le soulagement, oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait Désolée. avec la maladie, parce que quand j'ai eu Oui. le diagnostic de maladie, j'ai fait comme, OK, c'est difficile, Mhm. mais c'est soulageant de savoir enfin que ça existe, qu'il y a un mot associé à tous Que ces c'est mots-là. connu. Ouais. Avec le syndrome de Diogène, vraiment plus tard dans notre vie, quand on a su que c'était un syndrome réel qui existe chez beaucoup de gens, Mhm. c'est sûr en minorité, mais que ça existe Mm. ailleurs, Plus qu'on ça a pense. été beaucoup plus Ouais. qu'on pense. Ça a été vraiment soulageant. J'ai dit, OK, c'est On peut ça. mettre un mot, Ouais, on oui. peut mettre un nom. On peut mettre un C'est- nom. Puis c'est une condition. C'est une condition qui est existante, puis on l'a appris tellement tard. Là, je pense que j'avais une vingtaine d'années là, quand que j'ai Peut-être su ça. mi-vingtaine même, je Même pense. mi-vingtaine. Il y a beaucoup de choses qu'on a réalisées plus tard parce que, tu sais, on pensait qu'on était les seuls, qu'il y avait des gens qui vivaient avec Vous ces étiez comme choses-là. mal tombé tu sais, dans le sens que. Ouais, C'est ça. on disait, ben, je sais pas c'est quoi, Une c'est bizarre, situation. mais tu sais, je savais pas Puis que... aujourd'hui, le syndrome de Diogène est considéré, oui, c'est une condition, mais souvent, ça découle d'un problème de santé mentale. Oui. Donc, ça C'est a la santé été, mentale. ça a été Mhm. prouvé. Parce que tu peux pas être 100% sain d'esprit puis Pour- d'être capable de vivre de dans vivre un là-dedans. environnement. Parce que quelqu'un qui est moindrement sain d'esprit, tu peux être quelqu'un qui est très désordonné ou tu peux être quelqu'un qui est, bon, plus ou moins propre, mais pas mal propre à ce point, Non, non. pas désordonné à ce point. Ouais. Donc, quand tu tombes avec vraiment le syndrome de Diogène, ça veut dire que vraiment, quelque part, ça va pas bien. Parce que votre mère n'a pas dû avoir des conjoints à travers ça qui allaient dans cette rarement. maison-là. Ou... Non, c'est ça. Depuis notre père, elle a eu, je pense, un ou deux Un conjoints. conjoint, ouais. Mais ça ouais, doit pas un être ou deux. facile de se faire un conjoint. Mais il venait vivre à la maison. Moi, je capotais. Je disais, mais voyons donc, il n'y a pas personne qui va venir vivre ici. Ben oui. Ben, c'était Ouais. quelqu'un Ben, qui il venait était... en visiter. Il Non, vivait non, pas ben, à temps à Régent. Ben, Régent, il a vécu deux une mois. couple de Un temps an. quand même. Ouais, Un an ou deux, là. Moi, j'aurais pas Il y en a fait qui ça. étaient moi il y en a qui Ben, je me qui dis... étaient motivés. Moi, c'est fou, j'aurais fait... Tu sais, mettons, moi, voir ça, je rencontre un homme qui a ce syndrome. Moi, je pars en Je courant. veux pas juger les gens qui ont ce syndrome-là, mais je voudrais pas... pas deux fois. non. This is a red flag. Ah, moi, je tu sais, le voudrais red flag, pas. il est là. Je voudrais Je pas, pourrais non. pas. Non. Quand vous avez rencontré votre chum, ça devait être un des premiers critères. Là, de Oui, dire, avec- il ramasse-tu ses bas, puis ses bobettes. Ouais. Vraiment. Ben, moi, mon... Vraiment. Ah ouais. Puis, mais je suis chanceuse parce que mon conjoint, il est très, très, très ordonné. Fait que c'est comme, wow, là, c'est même ses vêtements sont tous bien... tu sais, moi, des fois, je disais, t'as-tu fait l'armée? Tellement qu'il est ordonné. Fait que moi, c'est impeccable. C'est plus côté que, tu sais, quand il nettoie pas comme moi. Fait que, tu sais, mettons, il va nettoyer, mais il va y avoir un petit peu de poussière. Mais, tu sais, ça, je sais que c'est moi qui dois travailler sur moi parce que rendu là... Faut pas en faire une autre extrémité. Ouais, Exactement. c'est ça. Parce que je sais que moi, je suis perfectionniste, pas dans tout, mais je suis perfectionniste dans le nettoyage. Mhm. Fait que si c'est pas à ma façon dans la maison... Faut pas que ça devienne ça un me- trouble obsessionnel. Exactement. Non, Fait que je c'est travaille ça. là-dessus pour pas que ça devienne comme ça. Mais, Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas tombé dans l'extrême, mais ça, encore une fois, tu vois, on essaie beaucoup de prendre des... Tu sais, d'être consciencieuse pour pas tomber dans les affaires. Puis, ça, c'est une chose, j'ai dit, je veux pas tomber dans l'extrême nettoyage ou pas être capable de tolérer quelqu'un qui laisse traîner ses bas temporairement. Tu
Un bas, pas deux. Ouais, c'est ça. Un bas, pas deux. Tu prends un gars avec juste une jambe. C'est ça, c'est le plus facile. Ah ouais. Ou un gars qui porte pas de bobette. Ouais, ben c'est ça. Ils traîneront pas. Ouais. Hey, les filles, c'était encore vraiment un beau bonheur de vous recevoir. Et puis, je vais vous remettre cette fois-ci votre diplôme. Oh! Parce que je remets des diplômes à tous les invités. Vous en avez chacun un. C'est donc bien gentil. Ben oui, c'est ça. Alors, je vais vous les remettre. Là, bon, c'est celui d'Amélie, mais je vous ai écrit la même chose. Oui. Parce que Oui. fallait que vous êtes des jumelles. On On va vous habiller pareil côté diplôme. Ça vous allait être identique. Alors, certificat d'engagement décerné à Amélie ou à Amélie Sarah. Oui. Donc, pour avoir choisi des professions en lien avec l'aide envers les autres, pour l'audace et le travail derrière la création de son entreprise, pour avoir fait du bien-être une voie personnelle et professionnelle, pour sa mission envers les femmes et leur estime de soi, pour la résilience, le courage et la persévérance dont elle a fait preuve et qui l'ont menée là où elle en est, pour cette fusion, cette complicité, cet amour inconditionnel envers sa semblable, sa pareille, sa jumelle, pour la force intérieure puisée et maintenue afin de pouvoir vivre le meilleur, pour avoir fait majoritairement les bons choix et s'être fait confiance, parce qu'avant de fonder Love Toi, elle a dû assurément appliquer son Love Elle, parce que pour elle, les deux font certainement plus que la paire. Oh, wow! My God! C'est donc C'est bien super un beau touchant, cadeau! C'est donc bien beau! C'est vraiment touchant! Hey, c'est wow! Pour vrai, j'ai pas de mots pour te dire merci. Ah, ben Vraiment! écoutez, c'est rien. Puis je te le répète, ta chaleur humaine, tu nous mets Ah, à arrêtez. l'aise. Vraiment. Honnêtement, Déjà là, vous m'avez quasiment fait pleurer 2-3 fois dans le podcast, là. Achevez-moi pas. mais c'est vrai, Ouais, tu sais, c'est gentil. on sent ton humanité, on est confortable, ton énergie se sent, nous, on est des hypersensibles. Fait qu'on Ouais. on ressent beaucoup. Des fois, tu sais, on n'a pas besoin de parler, puis on ressent. Mais merci. Puis merci pour de ta nous mission écouter. parce que Ouais. tu permets aux histoires de vivre. Dans le fond, tu les De partages. servir aussi. Parce que derrière chaque histoire, il y a un message important, puis tu permets aux gens de le partager. Fait que merci Ouais. à toi pour ta grande mission. Puis, my God, je vais l'accrocher, Ouais. c'est sûr. Tu sais, t'es dans le domaine de l'éducation, mais nous, ça me fait penser, on a été suivis pendant longtemps par une orthopédagogue, on avait beaucoup de difficultés d'apprentissage au primaire, puis ça, pour enfants, c'est très important. Moi, je m'en rappellerai toujours là, de mes suivis en orthopédagogie. Ouais, c'est vrai. Tu sais, en tout cas, merci vraiment pour tout. Ah, ben écoutez, effectivement, oui, j'ai des invités qui partagent des histoires. Vous en avez toute une parce que elle est toujours là. Elle va vous accompagner toute votre vie. Puis moi, ben je vous félicite parce que, puis en réalité, c'est un peu égoïste parce que je veux donner de l'espoir à des jeunes qui vivent des fois même moins que ce que vous avez vécu. Puis des fois, ben, on arrive dans une famille un peu tout croche parce qu'on a des parents qui peuvent pas des fois donner ce qu'ils ont jamais eu ou ce qu'ils ont pas. Parce que derrière tout ça, votre mère aussi, c'est une grande blessée, c'est une personne malade. Puis votre frère aussi, c'est juste que autant que vous avez eu une belle étoile pour vous sauver de tout ça, que vous avez eu des bons Samaritains, des bonnes personnes, des bons amis, ben vous avez eu une malchance à travers ça qui vous a peut-être pas donné la jeunesse ou l'enfance que vous auriez mérité. Mais ça vous fait de vous autres quand même des femmes plus fortes, des femmes qui vont... Tu sais, on ne sait pas, vous aider à travers votre compagnie là, de cosmétiques et de soins. Mais je suis certaine que vous êtes jeune encore, vous allez sûrement aider à un moment donné, puis même à travers ce podcast-là, des jeunes femmes qui vivent peut-être, ou des jeunes hommes qui vivent peut-être dans le même environnement, puis qui ne savent pas encore aujourd'hui que ça a un nom. Tu sais, quand tu as 10 ans, tu as 12 ans, ben TikTok, entre autres, tu sais, qui est un de nos médias sociaux qui est nouveau, ben c'est les jeunes qui sont là-dessus. Fait que ça se peut qu'il y ait un petit jeune de 12 ans qui demeure avec une mère ou un père qui a ce syndrome-là de Diogène, puis qui pense lui aussi, encore aujourd'hui, que c'est seulement chez lui ou chez elle que ça se passe. C'est vrai, tu sais, aujourd'hui, on l'oublie, mais tu sais, dans notre temps, on est encore jeune, mais tu sais, on vieillit aussi, mais tu sais, on n'avait pas toutes ces plateformes-là.
Mais tu sais, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, c'est l'avantage, l'accès à l'information. C'est plus facile. C'est plus facile. Tu sais, dans le temps, les choses se disaient pas beaucoup. Tu sais, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas... Les gens ne savaient même pas ce que c'était. Tu sais, vous seriez tombé sur quelque chose, là, comme ado, dire à ta minute, là, hey, écoute, oui, puis... Ça ressemble à ça, OK, on peut faire quelque chose. Les médias sociaux, des fois, il y a des influenceurs que c'est pas toujours positif, non, mais sinon, on peut influencer. Positivement. Parce qu'on a toute une influence autour de nous, il faut juste bien l'utiliser, puis... En tout cas, merci encore, Claudia. Merci vraiment de votre présence, de votre générosité à partager cette histoire-là. Puis le but, c'est pas de pointer des doigts, c'est pas de dire telle personne n'avait pas de bon sens. Non. C'est derrière tout ça, il y a des gens avec des vécus, puis tout ça. Puis vous, vous en avez fait quand même quelque chose de positif pour vous autres. Puis c'est tant mieux, c'est ce qu'il fallait faire. Puis vous avez fait les bons choix. Puis peu importe ce qui peut arriver dans notre vie, si on est capable d'aller chercher les bons amis, les bons choix, ça peut faire toute la différence parce qu'on peut grandir sainement le plus possible comme adulte malgré un bagage. La puissance on peut définitivement s'en sortir. Ça, c'est ça, on peut inspirer d'autres personnes, mais en disant que tout est possible, puis on peut toujours s'en sortir. Autant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Comme on dit, c'est un dicton qui est commun, mais c'est tellement un vrai dicton. Puis de croire en quelque chose, que ça soit, tu sais, comme on dit, la foi, on n'est pas là pour juger rien ou quoi que ce soit, mais de croire en quelque chose, en soi avant tout, là. Mais en quelque chose quand on sent qu'il y a quelque chose qui est là puis qui nous supporte, tu sais, ça peut être l'aura d'un grand-papa, d'une grand-mère ou d'une croyance comme telle. Mais si on se sent porté ou qu'il y a quelque chose qui nous protège, ça nous fait avancer. Oui. Ça nous fait continuer, persévérer, encaisser des fois les coups. Oui, puis ça fait réfléchir en se disant que le passé définit pas notre futur. Il n'est pas toujours garant de l'avenir. Exact. C'est pas parce qu'on vient d'un milieu difficile ou qu'on a vécu des choses difficiles qu'on va reproduire ou qu'on va rester dans des conditions comme ça. Puis, tu sais, quand on dit la puissance de l'environnement, que ce soit l'entourage, d'être entouré des bonnes personnes dans un bon environnement qui est sain, c'est comme la fleur, elle a besoin d'un bon environnement pour grandir, mais c'est la même chose pour nous, puis ça, j'y crois vraiment. Puis c'est pas parce qu'il y a un passé qui est plus obscur qu'on peut pas traverser la tempête, là. Puis de choisir aussi qu'est-ce qu'on fait de ces blessures-là, puis qu'est-ce qu'on fait de ces agressions-là. Exactement. Parce qu'il faut les utiliser. On peut les utiliser positivement. On peut les utiliser négativement, mais on peut décider de les utiliser positivement, puis c'est de ne pas oublier ça. Donc, tu sais, de ne pas oublier que tu peux transformer ça en force parce que oui, on est jeune, puis on a eu beaucoup de bagages, beaucoup de vécu jeune, mais aujourd'hui, ça en est une force. Mm-hmm. Donc, tu sais, de dire, OK, j'ai peut-être pas eu facile à telle place, mais je vais le transformer en quelque chose d'utile qui va m'aider. Donc, je pense que ça fait toute la différence. Vous avez mis tout ça, c'est ça, la résilience, vous avez foncé, vous avez, c'est ça, continué, puis il y a le pardon aussi. On parlait de la croyance, on a parlé le pardon aussi, fait partie de ça. Vous avez vraiment tout mis en place pour être capable de continuer à avancer. Oui, d'essayer de dire, OK, ça ne sera pas un frein, mais un propulseur. Puis, tu sais, on parlait aussi de la fin dans la vie. Bien, tu sais, ça n'a pas été évident et facile, mais c'est ça qui nous donne la fin à tous les jours de continuer. Toi, tu parles de la faim, mais c'est la soif de vivre. Exactement. Oui, c'est ça, la faim, la soif. La soif de vivre, oui. La soif de vivre, la soif de vouloir s'en sortir. D'accomplir la soif ses rêves. La faim d'apprendre, de continuer, d'avancer, de se réaliser. Oui, parce qu'en réalité, la vie est belle. Hein? Il faut juste qu'on la regarde d'un autre angle quand elle devient trop difficile à voir. Puis, comme je disais un peu plus tôt, sans la noirceur, il n'y a pas de lumière. Ben, sans malheur, il n'y a pas de bonheur. Donc, tout est là avec sa dualité. Donc, c'est juste d'apprendre à vivre dans la dualité de la vie, puis apprendre à naviguer sur les vagues. Donc, comme ça, la vie est pas mal plus facile, moi, je trouve. Ouais. Ben, je vous souhaite une belle route. On va sûrement garder contact. Je vous souhaite le meilleur parce que vous le méritez. Je vous souhaite que ça se passe bien pour vous autres, que l'entreprise, ça se passe bien, que vous accomplissiez vraiment tous vos rêves personnels et professionnels parce que vous le méritez. Vous avez travaillé fort, puis vous avez fait les bons choix pour ça. Puis je pense que encore le meilleur s'en vient pour vous autres. Merci beaucoup encore de nous recevoir. On est vraiment honorés d'être ici. Merci.